Donc elle est dominante, même s'il perdure encore des îlots. On sait très bien qu'il y a encore des vies de quartier, par exemple dans les villes, jusque dans les années 60, quand sont introduites les supermarchés, les hypermarchés, etc., dans les banlieues, à la périphérie des villes, etc. Bon, il perdure encore des choses comme ça, ou dans des petites villes, etc. Mais n'empêche que ce qui est dominant, d'un point de vue macroéconomique, c'est ce capitalisme. Alors, là, ça va devenir encore plus difficile. C'est qu'en fait, si on veut parler de l'essence du capitalisme, l'essence du capitalisme, il y a une formule qu'emploie toujours Anselm Japp, qui est la suivante. Il dit, la manière de résumer synthétiquement le capitalisme, c'est la formule suivante, c'est le capitalisme, c'est un système automate qui n'a que pour seule fonction que de valoriser, c'est la valorisation de la valeur. C'est-à-dire de transformer 100 € en 120, 120 en 130, 130 en 140, 140 en 160, etc. Et pour ça, il faut que le capital circule. C'est que dans la circulation qu'il arrive à faire augmenter la valeur de ce capital. Donc il dit, l'essence du capitalisme, de manière synthétique, peut être résumée à ça, c'est la valorisation de la valeur. Mais la conséquence de ça, c'est qu'en fait, c'est quoi? C'est que le capitalisme... je dirais automatiquement, essaye de tout transformer en quelque chose de valorisable. Il essaye même de tout transformer, y compris le vivant, en ce qu'on pourrait appeler maintenant des variables d'ajustement. Je dis, y compris le vivant. Je peux prendre un exemple à la suite de la crise de 2008. Lordon avait écrit plusieurs bouquins sur la crise des subprimes et la titrisation, etc. Assez intéressant comme point de vue, comme façon de décortiquer la crise des subprimes. Il disait, voilà, en fait, ce qui circule dans le micro-trading, c'est-à-dire des ordinateurs qui fonctionnent plus rapidement que les ordinateurs habituels, pour passer les ordres, ce qui circule, c'est plus de la monnaie comme au XIXe siècle, etc. C'est des valeurs de valeurs, parce que c'est des valeurs au départ qui sont réassurées, titrisées, réassurées. Et en fait, ça circule par micro-ondes, parce que ça va plus vite que la lumière, quand c'est possible, et sous forme de 0 et de 1. C'est-à-dire, il n'y a pas plus abstrait. Aujourd'hui, si vous voulez, Marx disait quoi? Marx, il disait que la tendance du capital, ce que le capitalisme impose, c'est que le capitalisme circule le plus rapidement possible. Et en fait, aujourd'hui, on atteint les limites de circulation du capital, parce que c'est la vitesse de la lumière, par exemple, dans les fibres optiques. Et les micro-ondes, ça va encore plus vite, mais bon, ça a aussi une limite. Mais il faut circuler quoi? Il faut circuler des abstractions à la vitesse, pour simplifier, à la vitesse de la lumière. C'est ça, c'est ce qu'on appelle aussi le capital fictif, c'est-à-dire la finance, qui domine depuis les années 1970. Bien. Eh bien, ça, en tant que tel, le capital, si vous voulez, transforme tout de façon à en faire une valeur. Et c'est en ça qu'on peut dire que le capital, c'est en tant que tel, c'est une entreprise une entreprise qui vise à transformer tout le vivant en valeur. Donc en fait, ça revient à une guerre de basse intensité au vivant. Ça, c'est quelque chose de plus que la prolétarisation des individus, plus que le dessaisissement des êtres, puisque c'est maintenant pas seulement les individus, mais c'est toute chose dans la nature qui est réduite à une marchandise. Et qui, en plus, cette marchandise, après, va être réduite en capital fictif, c'est-à-dire le marché de grains, ça existe depuis longtemps à Chicago, depuis le 19e siècle, mais il existe maintenant du marché de la viande, des marchés de ceci, des marchés de cela. Et là, sur la réalité physique, même de la nourriture, se construit de la finance, et qui circule. Oui. C'est la base du scandale de la viande de cheval dans les produits Findus, il y a quelques années, à la place du je ne sais plus quoi, c'était du bœuf, ouais, comme ça. Bon, vous connaissiez le fin mot de l'histoire de pourquoi il y avait du cheval
dans les surgelés Findus à la place du bœuf? Vous connaissez la raison? En fait, la plupart, c'était de la viande de cheval qui venait de Roumanie. Et en fait, en Roumanie, en septembre 2012, ils avaient interdit la traction hippomobile. Donc, il y avait plein de chevaux qui ont été amenés à l'abattoir. Et comme le capitalisme récupère tout, et qu'il veut en faire du fric de tout, eh bien, de place en place, à Chypre, dans les différentes... Ça s'est négocié, jusqu'en Hollande, ça s'est passé par plusieurs canaux. Et c'est comme ça que la viande de cheval s'est retrouvée dans les produits Findus, quoi. Mais si vous voulez, ceci dit, c'est pas nouveau, hein. Si vous lisez un roman que je vous conseille de lire, qui s'appelle La Jungle, qui a été écrit par un États-Unien, l'auteur c'est Upton Sinclair. Upton Sinclair, S-I-N-C-L-A-I-R. Il écrit ce bouquin qui s'appelle La Jungle, en 1906. Et qu'est-ce qu'il fait? Il raconte ce qui se passe dans les abattoirs de Chicago dans les années précédentes. Les abattoirs de Chicago, juste pour un petit truc, c'est en 1865, c'est là que s'invente le travail à la chaîne. C'est là que s'invente le travail à la chaîne. C'est-à-dire le travail à la chaîne, on prend d'abord pour premiers objets de ce travail à la chaîne les animaux. Et en fait, au pied des abattoirs, il y a ce que j'appelle moi des stalags de bœufs et de moutons et d'autres animaux qui sont là, au pied des abattoirs, qu'on amène par chemin de fer de tous les États-Unis. De milliers de kilomètres. Le chemin de fer, ça sert aussi. Le plus gros nœud ferroviaire aux États-Unis en 1865, c'est Chicago. C'est Chicago. Parce que il y a, je sais plus, ils abattent 5000 bœufs par jour, donc il faut fournir par les chemins de fer. Et après, ils inventent d'ailleurs les trains frigorifiques pour vendre la viande abattue à Chicago à New York. C'est eux qui inventent le train frigorifique. Bon, bref. Donc, si vous voulez, le capitalisme, ça veut... Et dans ce roman, il décrit la vie des ouvriers dans ces abattoirs. Et il décrit qu'en fait, il y a plein d'émigrés de Lituanie, Lettonie, etc., qui sont très nombreux à Chicago à cette époque-là. Et il dit que dans les cuves où ils fabriquent les cornets de bif, là, c'est-à-dire où ils récupèrent tous les morceaux qui sont pas des morceaux nobles des animaux, ils en font du cornet de bif. Ce qui a été pendant un temps dans les rations de survie aussi de l'armée française, pour copier les Américains comme d'hab. Eh bien, parfois, dans ces cuves, il tombait des ouvriers. Eh bien, ils n'allaient pas le repêcher. Ils n'allaient pas le repêcher. Ça fait tellement scandale, ce truc, quand le roman est paru, en 1906, que le président des États-Unis, à l'époque, a été obligé d'édicter des lois sociales pour protéger les travailleurs qui travaillaient dans ces entrepôts. Des lois sociales qui n'existaient pas. 1906. Upton Sinclair, La Jungle. Donc c'est aussi une façon d'imager ce que fait le capitalisme, quoi. Le capitalisme, il veut tout transformer en fric, quoi, en valeur, en valorisation. Et donc, alors, ce que je vais dire là maintenant va certainement vous poser problème et questions. C'est que ce qui m'intéresse toujours, c'est pourquoi cet ordre perdure depuis 2 siècles. C'est ça le fond de la question, c'est ça. Bon. En fait, si vous réfléchissez, le mode de connaissance scientifique présente ce que j'appelle une isomorphie structurelle avec l'essence du capitalisme. C'est-à-dire que si on est d'accord pour dire que le capitalisme transforme tout le vivant en valorisation, en abstraction même, avec le capital fictif, eh bien, le mode de connaissance scientifique, lui, son objet, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de rendre compte du réel par des abstractions commensurables. C'est-à-dire qu'en fait, il rend compte, lui, du réel par des abstractions. En fait, il transforme aussi le réel en des abstractions. Et il écarte, d'ailleurs, le mode de connaissance scientifique a, pour une de ses lois, c'est écarter toute subjectivité au profit de ce qu'on appelle l'objectivité. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que grâce au mode de connaissance scientifique, c'est grâce au mode de connaissance, à ce mode de connaissance-là, parce qu'il en existe d'autres. Il y a le mode de connaissance bouddhiste, il y a d'autres. Et puis, il y a aussi
ce dont on ne parle jamais, l'opposition entre connaissance et savoir. Il faudrait que j'en dise un mot. Bien. Mais, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, en fait, au XIXe siècle, en même temps qu'il y a une cristallisation du capitalisme thermo-industriel, il y a une cristallisation aussi du mode de connaissance scientifique moderne. Et en fait, il y a une isomorphisme structurelle, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir comment on appelle ça en chimie, une catalyse, en fait, de ces deux choses-là. C'est-à-dire que le capitalisme va se servir de certains aspects des sciences pour développer sa puissance, ce qui est le cas dans le nucléaire, ou pour développer la puissance mise en œuvre dans les usines, par exemple, ou le moteur à explosion, ou d'autres choses encore. Par exemple, sans le mode de connaissance scientifique, on ne pourrait pas raffiner le pétrole, parce qu'il faudrait déjà avoir une connaissance intime de la matière. Mais en fait, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'en fait, le capitalisme, par rapport à la vie, est intrinsèquement transgressif. Transgressif, ça veut dire il transgresse la vie. C'est-à-dire, je vais le dire de manière familière, le capitalisme n'en a rien à faire de la vie. C'est d'ailleurs la déshumanisation, c'est son essence, le capitalisme, cette déshumanisation. Donc, on pourrait dire, il n'en a rien à faire de la vie, de la vie en tant que telle. Eh bien, de l'autre côté, le mode de connaissance scientifique, lui, par construction, si vous voulez, met de côté tout ce qui est vivant pour arriver à donner à comprendre l'intimité de la matière. Et ça, c'est une différence essentielle, par exemple, avec la technique. Parce qu'on entend dire souvent, depuis Heidegger, etc., on entend souvent le truc suivant, et même Ellul, Illich, Charbonneau, etc., on dit « tous nos malheurs viennent de la technique ». Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Parce que ça ne vient pas de la technique. La technique, qu'est-ce que c'est? Tant qu'il y aura du vivant, il y aura de la technique. La technique, c'est le rapport que tout être vivant, même un animal, a avec son environnement. Une hirondelle, ça a une technique pour construire un nid. Tous les animaux développent une technique pour se nourrir ou pour bâtir des nids, etc. Les êtres humains, la technique, c'est ça, c'est le rapport à l'environnement, à notre environnement. Le mode de connaissance scientifique, c'est tout à fait autre chose. C'est une connaissance intime de la matière qui permet éventuellement de la transformer, par exemple de faire des OGM, etc. C'est une connaissance intime de la matière qui permet d'aller transformer la matière elle-même. C'est ça aussi le nucléaire. Donc il y a une différence fondamentale entre ce qui est science et technique. Et donc, utiliser le mot technoscience, c'est tout, de mon point de vue, c'est mélanger des choses qui n'ont pas à être mélangées. Parce que ça recouvre la réalité des phénomènes profonds, qui est qu'il s'est produit, si vous voulez, au XIXe siècle, cette conjonction entre le fait que le mode de connaissance scientifique moderne s'est cristallisé à ce moment-là, et que le capitalisme, lui aussi, s'est cristallisé à ce moment-là, et qu'ils se sont nourris l'un de l'autre, d'ailleurs. Comme j'expliquais hier soir, par exemple, l'invention de la bombe atomique, avec les scientifiques, seulement, ça n'aurait pas marché. Il fallait aussi des industriels. Obligatoirement. Obligatoirement. Bon, je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais si vous lisez le livre, vous verrez que c'était obligatoire qu'il y ait l'industrie capitaliste derrière. Sinon, ça n'aurait pas pu aboutir. Bon. Donc, si vous voulez, il y a là quelque chose qu'il faut interroger. Bon, moi, j'ai une formation d'ingénieur, donc je ne suis pas anti-rationnel. Je ne suis pas anti-science comme ça. Je trouve ça inintéressant. Je ne développe pas là un point de vue anti-science. Je dis simplement que du point de vue historique et du point de vue de la remise en cause radicale d'un monde qui court à sa perte, il faut tenter d'analyser justement ce qui nous a amenés là. Après, il y a un autre élément encore plus délicat, c'est celui de notre imaginaire à nous aujourd'hui. Donc je disais tout à l'heure qu'à mon sens, nous avons, et moi aussi, et je me suis surpris à de nombreuses reprises aussi la main dans le sac, si j'ose dire, raisonner comme ça. C'est-à-dire que mon imaginaire aussi, il est structuré par la rationalité calculatrice. Et ça vient des 2 siècles de capitalisme, mais ça vient de plus loin aussi.
Il y a des chercheurs, des historiens qui ont attiré l'attention sur le fait que, par exemple, de séparer dans les monastères, par exemple, ils ont institué des horaires obligatoires pour la prière, le travail, etc. Le décompte des heures de manière abstraite et de façon à ce que toutes les heures soient égales, etc. Ensuite, dans les monastères aussi, notamment avec les cisterciens, ils ont élaboré des techniques très évoluées pour cultiver telle ou telle plante. En fait, notre imaginaire, à nous occidentaux, en Afrique, c'est pas pareil. Et jusqu'à il y a encore 15 ans, 20 ans, ça rendait fou les Européens, en fait. Parce que ceux qui voulaient, par exemple, construire une maison ou faire des affaires en Afrique, ils ne comprenaient pas, quoi. Ils ne comprenaient pas. Ils embauchaient des ouvriers africains, et l'ouvrier africain, il n'est pas là pendant 3 jours. Donc l'Européen, le Français ou quelques Occidentaux, il ne comprend pas, quoi. Il a embauché un mec, il n'est pas là pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, le mec, il revient, et il dit « Ah ben j'avais un mariage, ça dure 3 jours. » Ah ouais, ça dure 3 jours. Et c'était la fête. Il y avait toute la famille, tout ça, bon. Et voilà, c'est tout. Et c'est pas les heures, bon. Parce que, si vous voulez, en Afrique notamment, les liens ont été déstructurés, mais en fait, l'état d'esprit capitaliste, la rationalité calculatrice, l'imaginaire, structuré par la rationalité calculatrice, jusqu'à il y a 20 ans, parce que ça change aussi assez rapidement, en Afrique, ça glissait comme de l'eau sur les plumes d'un canard, hein. C'était pas du tout leur truc, hein, mais vraiment pas du tout leur truc, pas du tout leur monde même, on peut dire. Et donc je suis sûr que dans d'autres, moi je connais bien l'Afrique, je connais pas bien d'autres continents, mais je suis sûr que dans d'autres continents c'était aussi pareil. Là où le capitalisme en fait avait pas, là où déjà les monastères au XIIIe siècle n'avaient pas institué le décompte des heures arbitraires, artificielles, etc. Et plein de choses, et tout ce qui s'en est suivi après avec la Renaissance, etc. Dans tous ces pays, dans tous ces peuples qui n'ont pas subi ce type de choses, eh ben, ils n'ont pas le même imaginaire que nous. Et c'est ça qui rendait fous les entrepreneurs européens en Afrique. Ils étaient débordés, quoi. Ils ne comprenaient pas, quoi. Et aujourd'hui même, on peut dire que notre imaginaire à nous, même si on pense à la France, par exemple, notre imaginaire à nous, il est fondamentalement différent d'un paysan même français du XVIIIe siècle. On n'a pas du tout le même imaginaire, on n'a pas le même rapport à la vie, on n'a pas la même façon de voir. Et là, on tombe, c'est ça, c'est aussi, comment on peut expliquer qu'un capitalisme, c'est ça aussi, moi, qui me préoccupe, si vous voulez. Parce que dénoncer, critiquer, etc., c'est bien beau, tout ça. Mais si on n'arrive pas à comprendre pourquoi un ordre comme ça, qui est si destructeur, perdure, et si on ne va pas essayer de comprendre jusqu'au fond pourquoi il perdure, cet ordre, ben, il y a des chances qu'on loupe le coche, quoi, et que ce soit des révoltes, et une révolte après l'autre, et puis qu'on n'arrive pas à vraiment complètement changer le système, quoi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez en fait 3 choses qui se mettent en place au XIXe siècle, et puis maintenant, c'est-à-dire le capitalisme thermo-industriel qui a pour essence de réduire toute chose, le vivant, en valeur, c'est-à-dire en abstraction. Vous avez le mode de connaissance scientifique qui, lui aussi a pour objet de rendre compte du réel par une abstraction commensurable, mais qui, ce faisant, permet une exploration intime de la matière et qui, ce faisant, est lui-même, de ce fait, intrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire qu'il va, mettre en cause la vie et même l'humanité et l'humanisation. C'est le transhumanisme, hein. C'est ça, le truc. Et vous avez, qui s'est construit petit à petit depuis le XIIIe siècle, mais qui s'est beaucoup accéléré depuis 2 siècles, c'est notre imaginaire à nous, qui est aussi en synergie avec ça. C'est-à-dire qu'il y a notre imaginaire donc, qui est structuré par cette rationalité, qui de fait que, en fait aussi, nous, moi aussi, on est en quelque sorte le support aussi de ce capitalisme, dans une certaine mesure. Après, on est capable de réfléchir, évidemment, et de comprendre ce dont il retourne. Et puis, alors certains vont dire, oui, mais alors, si tu dis que le capitalisme, c'est de l'ordre de la rationalité calculatrice et que ça transforme, ça mène une guerre généralisée aux vivants, en fait. Si tu dis que le mode de connaissance scientifique, c'est aussi quelque chose qui
qui réduit en fait le vivant à une abstraction. Et si tu dis qu'on a un imaginaire qui est lui-même structuré par la rationalité calculatrice, mais comment peut-on faire, quoi? Et ben, c'est là où je dis, et ben voilà, c'est là où on dit, il y a des expériences historiques qui montrent qu'en fait, la structuration de notre imaginaire, comme nous sommes des êtres humains, c'est le talon d'Achille du capitalisme. C'est-à-dire, ceux qui ont vécu mai 68, par exemple, ou ceux plus anciens qui ont vécu la libération, par exemple. Qu'est-ce qui se passe en 1968? Ça, c'est un des trucs qu'on ne retrouve jamais nulle part, parce que ça ennuie dans, je dirais, tout l'échiquier politique, de droite jusqu'à gauche, et tout le monde soit ne comprend pas ça, soit ça les ennuie. Ce qui se passe de fondamental en mai 68, c'est qu'il y a toute une société qui est totalement arrêtée et bloquée. Totalement arrêtée et bloquée. Et alors, que se passe-t-il à ce moment-là? C'est que les personnes qui composent cette société et qui avaient l'habitude de, comme on dit, fonctionner d'une certaine manière avec des références rationnelles, calculatrices, etc., ben, tout ça, ça ne sert plus à rien. Et c'est pour ça que vous voyez en mai 68 sur la Canebière des groupes de 100 ou 200 personnes qui auparavant n'avaient jamais discuté des affaires du pays, etc., qui se mettent à avoir des idées, à discuter de comment il faudrait faire, etc., est-ce qu'il faut faire une constituante, machin, etc. Et si vous voulez, à ce moment-là, dans ces événements, quand une société telle que la nôtre, elle est bloquée, ça ne peut plus marcher comme avant. Parce que c'est plus efficace. Si vous voulez, ce que demande, encore plus aujourd'hui d'ailleurs, ce que demande à chacun d'entre nous, c'est d'être efficace, et même aujourd'hui, 24 heures sur 24 d'ailleurs. Pour ça, on nous donne des ordinateurs. Moi, on m'a donné un ordinateur, à l'aéroport de Paris à un moment donné. Comme ça, pour être sûr qu'éventuellement je pourrais continuer à travailler après les heures légales de travail. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe quand une société est bloquée comme ça, c'est qu'en fait, tout ce qui constitue nos habitudes et nos modes de pensée ne servent plus à rien. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, notre imaginaire, il se retourne. Et vous avez des gens, même des gens qu'à l'époque on pouvait qualifier de beaufs, etc., qui deviennent des gens qui s'intéressent au truc, qui deviennent créatifs, etc. D'ailleurs, à une petite échelle, une toute petite échelle, vous avez des gens, par exemple, qui se sont battus contre le barrage de Sivens. Je pense à Aurélien Berland, par exemple, qui ont beaucoup dialogué avec les habitants du coin, et qui racontent ça, et qui racontent comment cette lutte a fait évoluer les gens. Ou bien, moi j'étais sur la place de la République quand il y avait une nuit debout, et puis aussi à Malakoff. Eh bien, vous pouviez voir sur la place de la République à Nuit debout en 2016, les yeux des gens brillaient, parce qu'il y avait plein d'expériences partout. Il y avait des architectes qui venaient construire des igloos, il y avait plein de trucs. Il y avait toutes sortes de métiers qui venaient, ça discutait dans tous les coins. Il y avait une école populaire, il y avait des exposés de 2h de l'après-midi jusqu'à 8h du soir. Il y avait la bouffe qui était assurée, y compris pour les SDF qui étaient dans le coin, etc. Si vous voulez, il y avait une espèce de micro-société, si vous voulez, qui commençait à se construire là, qui était très très créative. Et on le voyait dans les yeux des gens. C'est pas commensurable, ça. Je peux pas mettre une équation derrière. Ça, je dis, parce que j'avais l'expérience de ça en 68, et d'autres d'ailleurs, même ceux qui n'avaient pas l'expérience de ça, ils m'ont dit, oui, on l'a vu. Oui, on l'a vu que chez certaines personnes, de tous âges d'ailleurs, l'imaginaire, là, qui supporte le capitalisme en temps normal, ben, il commençait à basculer. Ouais. Ça, c'est très important, ça. Ça, c'est très important, à se souvenir de ça, si vous voulez. Que c'est le talon d'Achille du capitalisme. Mais, pour ça, il y a une nécessité. Moi, j'avais déjà écrit ça à l'époque, après 2016, et même, j'étais aussi à Tolbiac en 2018, quand il y a eu le mouvement étudiant des cheminots. Ce qui est important, c'est d'arriver à bloquer, à arrêter cette société qui, de toute façon, mène le monde à sa perte. Donc, autant l'arrêter. Autant l'arrêter. Et à partir du moment où on l'arrête, vous allez voir ce qui va se... Comme aurait dit ma grand-mère, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais on ne peut même pas le décrire, on ne peut même pas le deviner, mais il y a un bouleversement fondamental des êtres en tant que tels, et qui se récupèrent d'ailleurs leur propre humanité,
qui se récupèrent leur propre humanité. Bon, après, à des degrés divers, ça dépend des personnes, etc. Il y en a qui résistent, évidemment, bon, et qui veulent retrouver l'ordre ancien parce qu'ils avaient tous leurs appuis dans l'ordre ancien. Mais ceux les plus ouverts, bon, c'est la majorité. Pourquoi ça se produisait, en fait, sur la place de la République? Parce que les gens voyaient qu'ils y gagnaient en humanité. Qu'est-ce que c'est cet ordre aujourd'hui, si ce n'est pas un ordre de déshumanisation profonde? Qu'est-ce que c'est d'autre que si ce n'est pas ça? C'est un ordre de déshumanisation profonde. Donc là, voilà. Bon, j'arrête là, parce qu'il est 9h30 et que ça laisse 25 minutes pour la discussion. Et oui, non, juste une phrase, que je veux dire à chaque fois, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen de rester humain que de se battre contre cette déshumanisation galopante. Il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui de rester humain au jour le jour que de se battre de manière radicale contre quelque chose qui nous déshumanise et qui emmène le monde à sa perte. Voilà, ça c'est... Voilà. Ça ouvre la discussion à plein de champs possibles. Sinon, je continue à parler. Hein. Moi, comme Shlomo Sand, hein, il disait ça. Je l'ai vu quelques fois. Il dit vous ne voulez pas poser des questions, mais je continue à parler. Hein. De l'industrialisation, une certaine réalisation. Vecteur d'ailleurs, parce que vous dites, mais ceci dit, on s'aperçoit que c'est pas pour autant qu'il y a, qu'on repasse du côté des humanisations à humanisation. Ce qui a pris le relais, ou ceux qui n'ont pas le relais, parce qu'il y a aussi le rien, parce qu'il y a plein de gens qui sont au chômage, qui sont rien, je ne sais pas où vous classer, ça n'est pas plus humanisant. Oui, mais ça participe de l'enfumage postmoderne, comme diraient certains. C'est l'enfumage total. En fait, c'est le capitalisme qui perdure. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir des aciéries ici, elles sont en Chine. Au lieu qu'il y ait des gens qui fassent du textile ici, ils sont en Chine. Moyennant quoi, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos et des documents sur ce qui se passe par les ouvrières en Chine, par exemple, qui fabriquent des jeans. Elles sont payées 30 € au mois. Elles sont logées juste à côté de l'usine. On ne les paye pas le premier mois pour être sûr qu'elles ne quittent pas l'usine. Et après, on les paye en retard. 30 € par mois. Donc, effectivement, tous les capitalistes qui sont délocalisés, comme on dit, c'est tout bénef, qui sont délocalisés en Asie du Sud-Est et après en Chine. Parce qu'après, le coût du transport par les navires à conteneurs, c'est 1% du coût total. Donc le capitalisme, il peut continuer comme ça. Mais il y a mieux que ça. Mais par contre, nous, c'est toujours le même système, parce que ce qu'on achète, c'est de la cam qui vient de Chine, c'est tout. Comme me disait, il y avait un quincaillier, je suis natif du Maroc, en fait, c'est pour ça que je connais bien l'Afrique, et je vais souvent à une petite ville qui s'appelle Essaouira au Maroc. Et il y avait un quincaillier qui est maintenant, depuis quelques mois, a disparu d'ailleurs, et un jour, je vais, et je lui achète un triple mètre à ruban, vous savez. Et je lui achète le triple mètre et je lui dis, on se connaissait bien. Et je lui dis, bon, combien de temps tu me le garantis, ton triple mètre? Ah, il me dit, ça vient de Chine, je te le garantis 24 heures. Non, ça veut dire, il connaissait la qualité de la canne, si vous voulez, qui venait de Chine, qui est effectivement la dernière qualité, quoi. Ce qui d'ailleurs est une rupture totale avec l'artisanat, par exemple, du XVIIIe siècle. C'est un rapport, si vous voulez, à la personne, même aux vêtements, à la façon de fabriquer les chaussures, etc., complètement différent. Le rapport qu'on a aujourd'hui, c'est le rapport marchand. Donc on achète des choses qui viennent de Chine, donc de plus en plus de Chine, etc. Mais ça ne change pas du tout la nature, nous, des rapports. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a mieux, c'est la finance. C'est-à-dire le capital fictif. Alors pourquoi les capitalistes se sont enfuis de l'Europe?
pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est qu'en fait, ce qu'on a appelé les classes ouvrières, qui étaient importantes en Europe, c'est-à-dire en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne et ailleurs, dans les années 68, et la jeunesse surtout, était en révolte. Je veux dire, et bon, ça remuait dans les brancards. Et puis, donc c'était plus du tout des ouvriers aussi dociles qu'avant, et ils exigeaient des salaires, etc. Donc à partir du moment où ils ont compris qu'ils pouvaient fabriquer ça en Asie du Sud-Est à moindre coût et sans avoir dans les pattes des gens qui étaient syndiqués, qui remuaient, etc., ben, ils se sont barrés. Mais ils ont compris après qu'il y avait encore mieux que la délocalisation des industries, c'était la finance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on bâtit tout un système sur le capital fictif, en fait, sur la finance ou le capital fictif, en fait, il y a des actionnaire qui viennent. Par exemple, je connais bien l'histoire d'Aéroports de Paris, qui veulent complètement privatiser là maintenant, mais qui a déjà commencé à être privatisé en 2006. Et en fait, vous avez des actionnaires qui s'introduisent dans... Alors, un mot quand même sur le scandale. C'est un scandale d'Aéroports de Paris ou d'autres entreprises publiques. Aéroports de Paris a été créé en 1945, c'est 3 aéroports en France, plus une dizaine de petits aérodromes dans la région parisienne. Mais cet aéroport, jamais Aéroport de Paris n'a eu un sou de l'État. Jamais. Ils ont eu des prêts bonifiés, mais jamais un sou de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous et c'est moi, les usagers des aéroports, qui ont construit les aéroports, qui ont payé les terrains, qui ont payé les bâtiments, etc. Ce sont les usagers des aéroports, je répète, ce sont les usagers des aéroports qui ont tout payé. Arrive l'État, en 2006, qui dit je privatise, je vends une partie, d'abord j'expertise la valeur du capital immobilier et du capital immobilier d'Aéroports de Paris, 50 milliards, et je décide par une loi que de ces 50 milliards, je vais en vendre une partie au privé qui va me donner une partie des 50 milliards. Il vend des choses que nous avons payées. C'est nous qui les avons payées. C'est pas l'État, c'est nous. Donc l'État se met en poche après, il fait des choses comme ça. Et puis, comment dire, ça c'est une entourloupe de première. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, je perds le fil là, mais ça va me revenir tout de suite. Oui, c'est par rapport au capital fictif. C'est l'introduction des actionnaires, par exemple, dans l'Aéroport de Paris. Ils viennent, des fonds de pension, par exemple, ou d'autres fonds, disent j'achète une part du capital de l'Aéroport de Paris, ou une part du capital de l'Aéroport de Toulouse, ou du Pirée, par exemple. Du Pirée, bientôt de l'Acropole. Hein. En Grèce, ils ont été obligés de tout vendre, presque. Bon. C'est un scandale, quoi. Et donc, ils viennent et ils exigent une rentabilité de 10%, 15%, 20% de leur mise capitalistique. Chose qui n'est pas possible dans n'importe quelle industrie. Tous les banquiers savent ça. N'importe quelle industrie ne dégage pas un bénéfice ou une survaleur, comme on dit, de plus de 4-5%. Quand il y a des fonds de pension qui viennent dans le capital et qui exigent des rentabilités de 10%, 15%, voire plus, ça veut dire qu'ils disent à l'entreprise, écoutez, là, vous allez faire mieux avec moins d'ouvriers, moins de personnel. Comme ça, l'action qui est en bourse va augmenter et on va avoir nos actions qui vont augmenter et vous allez nous verser des dividendes plus importants. En fait, et c'est ça qu'ils ont fait dans l'Aéroport de Paris. C'est-à-dire, jusqu'à la privatisation, quand il y avait une augmentation du trafic, il y avait une augmentation du personnel. Après, ils ont changé complètement la donne. Et ils ont dit, voilà comment on va calculer la rationalité d'Aéroport de Paris. On va faire un ratio entre le nombre de passagers et de personnel, et il faudra qu'on gagne 15% dans les années à venir. C'est-à-dire qu'au lieu que, comme ça s'était fait depuis 1945, il y a besoin de personnel quand il y a plus de passagers. Bon, après, c'est une autre histoire que moi, maintenant, je remets depuis longtemps déjà en cause, c'est le développement de l'aviation tous azimuts. Bon, ce qui était une pollution terrible de l'atmosphère et à haute altitude, etc. Mais bon, c'était juste pour dire, si vous voulez, qu'est-ce que fait le capital fictif en fait? C'est-à-dire le fait qu'il ait pris le pouvoir dans les années 70, parce qu'en fait il y a une contre-révolution après 68, il y a une espèce de contre-révolution, et là aussi les historiens, bon,
c'est motus et bouche cousue. Il y a une contre-révolution au niveau international qui se met en place. 73, le coup d'État du Chili, 75, les accords de paix au Vietnam, 70, la désindexation du dollar par rapport à l'or, les arrivées des économistes des Chicago Boys au pouvoir aux États-Unis avec Reagan, avec Pinochet aussi, etc., etc. Bon, il faudrait lister tout ça. Mais ça prépare l'entrée, si vous voulez, des fonds de pension et du capital, de la finance, ce qu'on appelle aujourd'hui de la finance, du capital fictif, qui exige des taux de rentabilité bien plus élevés que n'importe quelle industrie est en capacité de fournir. Donc ça oblige, si vous voulez, à virer des gens, quoi. C'est-à-dire, comme disait un audit des gens, les audits des auditeurs, ce qu'on appelle les cabinets d'audit privés, ils sont arrivés dans l'aéroport de Paris dans les années 2005-2006 en disant il y a des gisements de productivité quelque part. Des gisements de productivité. En gros, c'est de la langue de bois, quoi. C'est de la novlangue. C'est-à-dire, en fait, vous avez moyen dans certains secteurs de virer plein de gens. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Les gars qui étaient sur la piste depuis 6 heures du matin à guider les avions à l'approche des aérogares et qui bossaient sur la piste, ils se sont fait virer parce qu'ils avaient un salaire à l'aéroport de Paris et puis ils ont externalisé ça, comme ils disent. Ils ont sous-traité, moyennant quoi les mecs qui faisaient ça après étaient payés avec un lance-pierre et pas dans les mêmes conditions, quoi. Et ça, c'est très important parce que c'est aussi, une exacerbation. C'est ça qui produit une exacerbation des disparités, des inégalités sociales. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des inégalités, des disparités, etc., qui sont aussi énormes qu'à la fin du XIXe siècle aujourd'hui. Et c'est ça qui a été le ferment de ces inégalités. Vous voyez ce que je veux dire? On commence à fatiguer un peu. Voilà, donc le fait de dire on délocalise, etc., c'est juste une stratégie pour maintenir les taux de profit et pour continuer à balancer de la marchandise et qu'elle soit achetée, quoi. Et par là-dessus, la question de la finance qui est encore plus terrible que le fait de délocaliser. Parce que délocaliser, en fait, c'est continuer à faire de l'industrie classique. Bon, voilà. Sauf qu'on presse un peu plus les citrons et que ça coûte moins cher en Chine. Mais la finance, c'est une autre manière et qui, là, menace, en fait, même à travers sa puissance et son extension, qui menace, en fait, l'ordre monétaire, financier du monde entier, en fait. C'est ça qu'il y a beaucoup de financiers qui disent la prochaine crise, ça va être coton. Je crois qu'ils n'ont pas tort. L'expérience communiste en URSS par rapport à tout ça, qui débouche de toute façon actuellement sur le capitalisme, ça a duré quand même 70 ans. Il ne faut pas en tirer des conclusions. C'est difficile parce que il y a des interprétations différentes. Bon, moi-même, par exemple, j'ai aussi... il faut étudier l'histoire, quoi. Il y a un truc qui m'a super étonné dans la dernière année, j'ai lu ça dans un bouquin de Linhart, son prénom, je ne me souviens plus, c'était un maoïste de l'époque, des années après 68. Je ne sais plus comment c'est son prénom. Je ne sais pas si c'est pas Maurice Linhart ou un comme ça. Et il écrit, en fait, sur Lénine. Et en fait, qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre? C'est qu'en mars 1918, Lénine donne ordre à travers les soviets d'introduire le taylorisme partout en URSS. Et qu'est-ce que c'est en mars 18 le taylorisme? C'est le nec plus ultra du capitalisme. C'est tout. Donc c'est bien un capitalisme d'État. Ben, bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Il y a deux personnes. Je sais pas, je lance la question comme ça, mais si cette question de rationalité calculatrice, elle est si profondément ancrée dans nos modes de fonctionnement occidentaux, enfin, je sais pas jusqu'où tu peux faire remonter ça, est-ce qu'on est vraiment en mesure de s'en défaire? Enfin, la question de la possession, est-ce que j'ai l'impression qu'elle est quand même bien ancrée en nous, et calculer, en fait, on calcule pas pour
posséder, pour dominer. Même quand on essaie de s'en extraire, en fait, elle est toujours présente, quoi. Alors, est-ce qu'on est vraiment capable d'en sortir ou pas? Alors, du coup, sinon, on se tire tout seul. Moi, je pense que par rapport au danger que ça présente, il n'y a pas d'autre solution que de s'en débarrasser. Ah, mais est-ce qu'on c'est possible? Après, il y a les questions de comment s'en débarrasser, d'accord. Et puis, bon, je vais répondre quand même à ta question, si tu veux. Je sais pas si tu as la réponse. Mais je vais essayer d'y répondre. C'est pas forcément une réponse, c'est pas une solution en tout cas. Je vais essayer de répondre parce que il faut prendre des questions au sérieux. Par exemple, j'ai entendu des jeunes étudiants me dire « Mais alors, il n'y a plus d'espoir ?» Moi, je leur dis « Écoutez, qui a tué l'espoir? Qui tue l'espoir? Qui tue l'absence de futur, etc. » C'est pas ceux qui essayent de démonter par la critique cet ordre, c'est bien cet ordre-là qui tue l'espoir, qui tue le futur, etc. Donc, c'est déjà un premier. Alors après, si tu veux, c'est ça le problème. Des personnes comme moi, ou même des gens qui se sont battus, par exemple, au CPE, me racontaient ça. Je pense à un copain qui s'appelle Félix, je ne dirai pas son nom, et qui était dans le mouvement du CPE. Et il me racontait qu'en fait, dans le mouvement du CPE, en fait, il a vécu aussi quelque chose de, comme je racontais, à une moindre échelle de l'expérience de 68, ou même que des gens plus âgés ont eu à la Libération en 45, à un très court moment, si tu veux, ou ce que je racontais aussi de la place de la République pendant Nuit debout. En fait, si on ne table pas sur nous, sur les êtres humains, sur l'humanité, sur quoi on va tabler? Sur quoi on peut se reposer? Je veux dire, c'est là où il faut qu'on mette le paquet, si j'ose dire. Bon, c'est dans les rapports, justement, c'est ce que je dis à certains copains. Écoutez, bon, on est peut-être là, on fait des choses ensemble, mais aussi un truc vachement important, c'est de développer aussi les liens d'amitié entre nous pour qu'on se connaisse mieux, et aussi pour que si on est amené à faire des choses, moi je pensais à des choses, par exemple, de l'ordre des Gilets jaunes, je ne développe pas. Bon, il faut qu'on soit très soudés pour qu'il n'y en ait pas un qui craque et qu'on soit bien assuré que tout le monde est bien au même diapason, etc. Bon, mais c'est pas une solution en fait. On n'a pas de solution, mais simplement ce que je dis, ce que je peux dire par exemple de mai 68, même si quelqu'un n'y avait pas pensé avant, mais qu'il a participé à mai 68, eh bien, il sera d'accord avec ce que je veux dire. Parce que lui aussi, il l'aura remarqué, si tu veux, qu'il y a... Et c'est ça le talon d'Achille du capitalisme. Mais en fait, ce qui s'est mis en place sur la ZAD, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, ou ce qui se met en place à certains endroits, comme ici dans la région, je ne développe pas. Bon, eh bien, si tu veux, c'est aussi notre manière de vivre, en fait. C'est notre expérience de vie, si tu veux. Et c'est de montrer qu'il est possible de vivre autrement que d'être pris dans la marchandise, quoi. D'ailleurs, en mai 68, je veux te dire, moi j'étais absolument pas politisé. J'étais sur le Vieux-Port, juste avant mai 68, en train d'écrire des poèmes sur la Révolution. Bon, mais j'étais absolument pas politisé. Ce qui m'a politisé à moi, c'est mai 68. Mais tout de suite, naïvement, on disait ce qu'on a dit tout de suite, ce qui pourrit nos vies, c'est l'argent, et puis, comme on disait, c'est l'argent et la consommation. C'était pas faux. C'était pas faux. C'était bien vu, quoi. Des jeunes blancs becs là, qui avaient 20 ans, je parle de moi, et des autres, si tu veux, en terminale ou bien à la fac, quand ils disaient ça, c'était tout juste. C'était tout juste. Après, bon, c'est important d'analyser en profondeur pour pouvoir justement le déconstruire, comme diraient certains, déconstruire le système, et voir aussi à qui on a affaire. Mais ce que je disais hier soir, si tu veux, c'est le fait de comprendre, en fait, l'essence même du phénomène, et même la dimension dramatique de ce capitalisme, qui est au fond, qui est destructeur, qui est fondamentalement destructeur et déshumanisant, ça doit renforcer notre détermination, si tu veux, justement, à se battre contre ce système-là. C'est ça. Moi, je suis convaincu de ça, si tu veux. Après, on passe tous, on sait très bien, si tu veux, qu'on passe tous par des débats. Mais c'est cette société aussi qui produit l'isolement, qui produit, comment dire, oui, l'isolement, le fait que les gens soient atomisés, etc. Parce que ça sert le système aussi, que les gens soient isolés, qu'ils restent chacun devant leurs écrans, etc. Au lieu de se parler. Et bon.
Et donc, il y avait un copain de la décroissance qui un jour, c'était en septembre 2017, qui a fait un exposé à Paris dans le 2e arrondissement, et il a dit ce truc fabuleux. Il dit, écoutez, c'est quelqu'un qui avait mené beaucoup d'expériences avec les monnaies locales, un roman, et les sels, et beaucoup d'expériences pendant beaucoup d'années, qui est prof de philo en terminale. Et il dit à un moment donné, dans son exposé, il dit, écoutez, je vais vous dire la vérité, je suis en dépression politique. Je suis en dépression politique. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il disait? En fait, on passe tous par ces phases de dépression, et puis après on raccroche les wagons parce qu'on voit très bien qu'il n'y a pas d'autre manière de rester humain, justement, que de battre contre cet ordre-là. Mais c'est cet ordre-là. Alors, il y en a qui n'ont vraiment pas compris, et beaucoup qui n'ont pas compris ce truc-là, c'est les psychanalystes. Parce que je pense que, si tu veux, la psychanalyse pourrait nous aider à comprendre cette société, si tu veux, au tréfonds. Et là, j'en ai rien dit, mais bon, j'ai quelques idées là-dessus. Mais les psychanalystes, ils sont restés enfermés dans leur cabinet. J'en connais beaucoup, hein, j'ai des copains psychanalystes aussi. Mais ils n'ont pas compris ce qui s'était passé depuis 40 ans. Quoi. Beaucoup, pas tous, mais beaucoup n'ont pas compris. Alors que ça pourrait être des armes. Aujourd'hui, par exemple, on peut dire qu'on n'est plus dans le désir. Je vais le dire rapidement. On n'est plus dans le désir, on est dans l'addiction, on est dans la pulsion. Après, on peut en parler après, parce que c'est compliqué, cette histoire-là. C'est dans le livre en partie? Non, mais c'est dans un texte que je peux mettre en ligne. Je vais demander à la copine de le mettre en ligne sur le site du CEDRA. Parce que j'ai écrit un texte là récemment qui s'appelle « L'obsolescence du vivant ». Ça ressemble un peu à un titre de Gunther Anders, hein.